BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC avec Challenge, avec HEC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble, vous le savez maintenant, pendant 1 heure pour faire passer son grand entretien avec une personnalité. Et bien sûr, pour conduire cet entretien, je suis avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour Edwige. Alors notre invité aujourd'hui, il est un peu multifacette. Il est vigneron, il est entrepreneur et surtout il est président de la Fédération française de rugby. Bonjour, Florian Grill. Bonjour Florian Grill. Bonjour Vincent. On vous a connu, Florian Grill, comme candidat malheureux de la Fédération en 2020 et puis vous êtes revenu en juin dernier, à ce moment-là, pour être élu brillamment à la tête effectivement de la fédération. La fédération de rugby, c'est presque 2000 clubs, 350 000 licenciés. Et on va parler de tout ça maintenant. Également, on parlera un petit peu de la Coupe du Monde que nous avons laissée derrière nous. C'est une interview, je vous le rappelle, qui est multicanale, puisqu'elle sera effectivement dans les pages de Challenge. On la retrouvera également sur les sites de BFM Business et de Challenge.fr et à l'antenne le week-end sur celle de BFM Business. Alors, merci d'avoir accepté de passer cet entretien. Vous connaissez l'exercice. Il y a 4 parties. Il y a une partie actualité, bien sûr. On reviendra sur la Coupe du Monde de rugby. Il faut bien y revenir quand même. Il y a la partie business. Et puis, la deuxième grande partie de cet entretien, c'est plutôt sur le campus avec les alumni, le micro-trottoir et des questions des alumni. Et puis ensuite, la conclusion. Là, on reviendra sur le côté multifacette. Mais tout de suite, les questions d'actualité. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, après l'élimination de la France lors de cette Coupe du Monde du rugby en quart de finale, est-ce que le président de la fédération que vous êtes ne s'est pas réveillé un peu avec une très grande gueule de bois ? Non, pas du tout. Avec une grande détermination, avec une grande envie d'en découdre et de préparer la suite. On est entre nous, soyez francs. Non, mais moi vous savez, au rugby, on apprend à gagner et à perdre. Et donc dès le lendemain, on était déjà tourné vers l'après-demain, vers la Coupe du Monde en Australie en 2027, vers le tournoi des 6 nations là, vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que voilà, c'est important. La résilience, c'est une grande valeur. Vous n'avez pas eu une émotion quand même ? Si, bien sûr. Une larme ou quoi, je sais pas. Non, une déception le jour même, ça se joue à rien. Mais on perd parce qu'on prend 4 essais. Mais la vérité, c'est que voilà, il faut pas ressasser en permanence le passé, il faut être tourné vers l'avenir. Et c'est ça qu'on apprend aussi au rugby. Et qu'est-ce qu'on dit aux équipes autour de soi quand cette déception, elle arrive ? D'abord, on l'analyse, on prend le temps de la digérer humainement parce que chacun a son rythme de digestion. On prend le temps humain qui n'est pas forcément celui des médias. Et après, il faut analyser, il faut comprendre, il faut regarder ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Il faut regarder aussi dans la durée parce qu'on ne juge pas sur un match, on juge sur toute une perspective. Et puis, il faut améliorer ce qui doit l'être. Et notamment, par exemple, la présence de la France à l'international. C'est un des leviers. Puis après, il y a des volets plus sportifs qui sont encore en cours de discussion. Alors, il y a les leviers sportifs, comme vous dites. Il y a aussi les aspects financiers. Est-ce qu'effectivement, cette élimination a-t-elle eu un rôle dans les finances, effectivement, de la fédération ? Dans la mesure où la précédente équipe avait budgété qu'on serait champion du monde et qu'on aurait 30% de croissance des licenciés, de fait, oui, il y a un impact. Mais l'essentiel était déjà dans les comptes. Moi, je le savais, on avait été plus raisonnable de ce point de vue-là. Non, l'impact, il est plus... Voilà, on aurait aimé l'emporter pour la magie et pour ce que ça donnait au peuple français, en fait, parce que tout le monde avait envie de vibrer. On sent que la France a eu envie de rugby, mais elle a encore envie de rugby. C'est bien mon sujet aujourd'hui. Mais alors, pourquoi les finances de la fédération sont-elles dans le rouge ? Écoute, elles le sont parce que je pense qu'il y a eu 6 années de gestion pas très précautionneuse. On a effectivement un atterrissage pour la saison 22-23 avec 16 millions d'euros de déficit d'exploitation. Donc c'est l'exploitation qui compte, même si c'est couvert par 13 millions d'euros d'exceptionnel de la vente du tournoi Destination à un fonds d'investissement. Mais bon, on ne finance pas de l'exploitation avec de l'exceptionnel. Et puis la prochaine saison, 23-24, qui est déjà lancée, là, une fois qu'on a vraiment analysé tout ce qu'il y avait dans les tuyaux, c'est plutôt 23 ou 24 millions d'euros de déficit d'exploitation. Wow. Donc là aussi partiellement couvert par la vente du tournoi ACVC. Donc on a un vrai travail de redressement financier à faire.
Mais après, il y a des solutions. Ça ne passe pas uniquement par des coupes sombres. Moi, je suis un entrepreneur. J'essaye de réfléchir à des pistes d'avenir pour nous permettre de redresser la barre. Et il y en a. Mais quand même, au fond des choses, quand vous dites qu'il y a un déficit structurel, je crois moins important que les 22-23 millions que vous évoquiez tout à l'heure, mais plutôt d'une douzaine de millions d'euros, comment l'expliquer ? On dépense l'argent qu'on n'a pas. Mais où ? Un peu partout. C'est un budget de 130 millions d'euros, la Fédération française de rugby. Donc il y a à la fois, par exemple, on a déjà décidé avec Jean-Marc Lermé, qui est mon bras droit sur le haut niveau, et avec Fabien Galtier, que je ne présente pas, peut-être de faire un peu plus de stages à Marcoussis. On a la chance d'avoir Marcoussis, qui est le centre national du rugby. Ça nous coûtera moins cher que de faire des stages ailleurs. On peut revoir un petit peu les dépenses. Il y avait 400... Rationaliser. Il y avait 450 chargés de mission, enfin plutôt membres de commission à la Fédération française 450. De rugby. Oui, donc nous on a ramené ça à une centaine de chargés de mission bénévoles, mais qui donc vont générer moins de frais. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour optimiser. Sur un budget de 130 millions, il y a effectivement 12 millions, en fait moi je dis 15 parce qu'on a 3 millions qu'on veut mettre en plus sur les ligues régionales et les départements, il faut décentraliser un peu la fédé, donc je dis qu'il y a 15 millions à trouver, on va trouver 5 millions de partenaires en plus, on va trouver quelques millions de mécénat autour de ce que j'appelle la fédération à mission, j'imagine qu'on en reparlera, et puis il faut qu'on trouve 7 ou 8 millions d'économies structurelles, et sur un budget de 130 millions c'est gérable. Donc un plan d'économie également dans le rugby. Mais il y a aussi les possibilités de croissance. Oui. Est-ce que en fait le nombre de licenciés influe beaucoup sur les recettes de la fédération ? Non, 80% des revenus de la Fédération française de rugby sont générés par les équipes de France. Et parmi elles, l'équipe de France masculine est quand même le gros moteur. Donc l'évolution des nombres de licenciés n'est pas un levier de croissance majeur. Par contre, l'évolution du nombre de licenciés, c'est un enjeu pour le pays. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a combien de licenciés aujourd'hui ? 350 000. Ouais. Ce que je ressens, c'est que le rugby n'est pas qu'un enjeu sportif, c'est que c'est un enjeu d'éducation au regard de tout ce qu'on apprend aux gamins et aux gamines qui passent dans les clubs. Ne vous inquiétez pas, on va en parler parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous est cher, Florent Grill. Là, il y a un événement très important qui s'appelle les Jeux Olympiques et qui vont se passer à Paris. Pourquoi est-ce que c'est le rugby à 7 qui a été choisi comme discipline olympique ? Historiquement, c'est le rugby à 7 qui est, historiquement, grâce à Bernard Lapassé, qui a été un de mes prédécesseurs à la présidence de la Fédération française de rugby, qui s'est beaucoup battu pour que le 7 soit reconnu comme une pratique olympique. Je m'en souviens. Et c'est bien que ça soit le rugby à 7 parce que c'est un sport qui est plus facilement mondialisable que ne l'est le rugby à 15, qui, quand on le regarde pour de vrai, est un sport qui n'est pas vraiment mondial. En réalité, c'est bizarre de dire ça quand on sort d'une Coupe du Monde, mais il y a les 6 nations principales sur le continent européen, et puis il y a les 4 Nations, c'est plus facile de faire du 7. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un axe de développement pour vous, pour la Fédé ? Majeur, et on compte bien sur le coup de projecteur que va représenter les Jeux Olympiques et Paralympiques sur notre territoire pour booster la pratique, qui existe un petit peu en haut, mais qui n'existe pas suffisamment dans nos clubs, alors que les jeunes joueurs en particulier peuvent avoir envie de faire du 7. Vous allez avoir effectivement un bel agent de promotion avec effectivement Antoine Dupont. Vous êtes un jeune président de fédération, je disais il y a quelques mois, c'est d'effectuer le changement. Est-ce que ça a changé aussi beaucoup de choses d'un point de vue éthique ? Moi, j'aime pas trop parler des affaires. Je sais, quand on dit du mal des gens du rugby, on dit du mal du rugby. Oui, mais en même temps, tout le monde le sait. Mais écoutez, moi, j'ai ma manière de gérer. Effectivement, il y avait quelques sujets sur lesquels j'étais en désaccord avec la précédente gouvernance. Je préfère rester concentré, et notamment des sujets qui touchent au mode de fonctionnement et à la qualité de la gouvernance. Et donc, moi, je préfère rester concentré. J'ai fait campagne sur un projet positif. Je n'ai pas parlé des affaires. J'ai parlé de l'envie qu'on pouvait avoir de développer un modèle sportif, éducatif, mais aussi citoyen. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais Florian Grill, il y a le fait que Bernard Laporte, votre prédécesseur, est revenu à la gestion avec Montpellier. Est-ce que c'est un bon signal ? Moi, je suis président de la fédération. Je n'ai pas d'avis à porter sur les clubs qui sont indépendants et qui décident bien de leurs managers, de leurs entraîneurs et des gens qui veulent placer à la tête de leur organisation sportive. Voilà, je constate, d'un point de vue strictement financier,
Quand il y a un héritage, on prend tout, le positif et le négatif. D'un point de vue strictement financier, que ça a été catastrophique, la gouvernance de Bernard Laporte à la Fédération française de rugby. 6 années de déficit d'exploitation et un gros plan de redressement à opérer maintenant. Après, il y a aussi des choses positives, et je le dis sans aucune difficulté. Une réforme avec les 4 techniques de club, par exemple, que je trouve très bonne. Donc voilà, je peux parler des choses positives et négatives. Et puis il y a des sujets d'éthique sur lesquels je ne transige pas. Quand est-ce que vous allez basculer dans le vert ? Je pense on a 2 ans, en fait, l'argent de CVC qui est de l'exceptionnel, on va encore le toucher, c'est étalé pendant encore 2 saisons. Il faut que d'ici ces 2 saisons, on ait au moins rétabli la barre et rétabli une situation équilibrée du point de vue de l'exploitation et pas de l'exceptionnel. Le jeune qui a été assassiné, on s'en souvient, un roman, était justement capitaine de son équipe de rugby. Qu'est-ce que ça, c'est la marque de quoi, à votre avis ? Bon, d'abord, si c'est la marque de quelque chose. Ouais. D'abord, moi, je voudrais avoir un mot pour la famille, pour le club. J'ai parlé au moins 4 ou 5 fois au président du club. Le lendemain du drame, on a envoyé la cellule psychologique de la Fédération française de rugby. Le président a été assez incroyable, et je pense que là, le rugby a pris tout son sens, parce qu'on est une deuxième famille. Je pense que tout le monde avait besoin de beaucoup se parler. Après, malheureusement, c'est un affreux, un horrible fait divers, dramatique de la société, avec un bal qui tourne mal, et voilà. Mais quand vous dites vous-même que le rugby peut aider à faire nation, je reprends vos termes, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire concrètement, moi je pense qu'au rugby, on apprend des valeurs qui sont indispensables au bien vivre ensemble. La première de ces valeurs, c'est le respect. Le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, le respect d'un certain nombre de règles. Le rugby, il a la capacité à cadrer les gamins et les gamines. On est le seul sport qui a été inventé à l'école. On a été inventé pour nos vertus pédagogiques. Et qui peut dire que le respect n'est pas essentiel à la société aujourd'hui, quand on voit les émeutes qu'il y a pu avoir, et on a une capacité très forte à cadrer les gamins. Et la société a besoin de ça. Donc, et puis... En pendant de ça, on a là aussi la capacité à leur apprendre à sourire, à faire la fête, parce que le rugby, c'est pas juste le cadre rigide, c'est un cadre rigide, l'apprentissage des règles, mais en même temps la capacité à faire la fête. Et moi, je trouve que c'est essentiel à la société. Et le drame du rugby, c'est que tout le monde aime le rugby, on est le 2e sport, on talonne le foot en termes de médiatisation, mais on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Donc en fait, on n'a pas assez. Il y a 2000 clubs de rugby en France, il y a 13 000 clubs de foot. Il n'y a pas assez de rugby. Moi, j'incite les collectivités, les institutions, etc., les mairies, les régions, les départements à investir dans le rugby. Le rugby n'est pas assez présent dans la société alors qu'il peut lui faire du bien. C'est peut-être parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de gens qui souhaitent respecter l'autorité ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, je pense que les parents ont très envie. C'est la raison pour laquelle les parents mettent leurs enfants à l'école de rugby, c'est qu'ils ont envie qu'on leur apprenne un certain nombre de règles. Et moi, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens... Les gens ne font pas du rugby aujourd'hui, pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas de solution de proximité. Et il faut développer des antennes d'école de rugby. Il faut que les collectivités nous aident à développer le rugby dans l'ensemble du territoire et qu'on fasse revenir le rugby dans le monde scolaire. Florian Grill, c'est la fin de ces questions d'actualité. Tout de suite, c'est le brief de Ben, et après, ça sera les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Retour donc dans l'entretien de Florian Grill, le président de la Fédération de rugby, et c'est le moment donc du brief de Bain. J'ai le plaisir donc d'introduire Bernard Birchler, qui est associé de Bain et compagnie au sein du pôle compétences, produits et services industriels, mais qui surtout a joué au rugby avec Florian Grill. Bonjour Edwige, bonjour Vincent, bonjour Florian. Bonjour Bernard. J'ai prévu quelques petits mots pour te décrire. Diplômé d'HEC en 88, après un début de carrière au Figaro pendant 6 ans, où on m'a dit qu'il susurrait aux oreilles de Robert Hersan, il a créé Cospirit 94, que tu as développé jusqu'à en faire une entreprise de plus de 250 personnes et 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai extrait quelques mots du manifeste de Cospirit. Du terrain naît la vision. Nous nous engageons à créer le mouvement, la force du collectif. En fait, beaucoup de cohérence avec tes engagements dans le rugby. Pour mémoire de rugby, carrière de joueur au PUC, puis grande carrière avec les anciens d'HEC où nous avons joué ensemble. Tu t'investis dans le rugby très tôt, il y a plus de 30 ans. Commencé à la CBB, puis à la Ligue régionale, puis au comité directeur, avant de reprendre la présidence de la fédération. Chez Bain, on croit profondément aux besoins de sens et de vision pour créer l'énergie nécessaire pour se transformer. Et donc, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que c'est plus facile de transformer Cospirit, donc transformer une entreprise, ou plus facile de transformer la fédération ?
Non, c'est pas plus facile, moins facile. En fait, je pense que dans la vie, il y a une chose qui compte, c'est d'être aligné, c'est d'être cohérent entre sa vision, ce qu'on est, son éducation, ses visions. Et dès lors qu'on est cohérent, les choses se font assez naturellement. Après, il faut savoir donner du temps. Et c'est vrai que chez Ecospirit, comme à la Fédération française de rugby, on essaye de donner du sens. À la Fédération française de rugby, c'est de dire on a un rôle sportif, mais aussi éducatif et citoyen. Et on va transformer la Fédé en fédération à mission. Chez Ecospirit, on essaye de donner du sens parce qu'on va trouver un meilleur équilibre dans les investissements médias versus les GAMAM, Google, Amazon, Meta, et les médias des territoires pour nourrir un petit peu les territoires. Voilà. Il y a du sens dans les deux et je pense que quand on donne du sens à ce qu'on fait, on performe mieux. Mais Bernard Birchler, quel conseil vous lui donneriez-vous pour remettre les finances de la Fédération de rugby d'Equerre ? Je connais malheureusement pas le détail des leviers. Mais je crois foncièrement à l'engagement et au sens. Ouais. Je me souviens d'une discussion avec Florian où on dit au rugby, pour pousser, quand on a le dos droit, on pousse mieux. C'est ça. Oui, mais quand même, Et qu'on lève la tête. vous êtes dans la stratégie. Les clés d'une bonne transformation, c'est quoi ? Pour beaucoup, c'est la vision, savoir exactement dans quelle direction on va, et l'alignement du premier niveau de management et de l'ensemble de l'entreprise dans la direction. Vous avez répété avant, non, c'est pas possible. Non, C'est formidable, je ne change pas ça. Je pense que quand la vision est claire, quand le cap est clair, les choses se font assez naturellement derrière et qu'on embarque les équipes sur un projet positif. Mais est-ce que c'est pas plus facile quand on a des salariés et quand on a des bénévoles ? Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, effectivement, dans ces 2000 clubs. Moi, je fais l'éloge du temps long et l'éloge du bénévolat. C'est d'ailleurs un apprentissage qui n'est pas inintéressant pour l'entreprise, où on a parfois on arrive du monde de l'entreprise dans le monde du bénévolat en expliquant, on va vous expliquer la vie, voilà, il faut faire comme ça, il faut se professionnaliser. La réalité, c'est que le monde associatif a beaucoup à apprendre au monde de l'entreprise parce qu'il y a ce temps long, il y a le temps de la répétition, le temps d'expliquer les choses, le temps de les partager, le temps de les décider de manière conjointe. Et je pense que c'est pas un mauvais modèle, y compris pour l'entreprise. Et donc, paradoxalement, c'est pas l'entreprise qui doit apprendre au monde associatif, c'est peut-être l'inverse. Bernard Birchler, vous avez une... L'entreprise a plutôt l'habitude du temps court. Oui. Mais il n'empêche, pour revenir sur les propos précédents, la vision, ça ne veut pas dire que la vision, elle est facile à déterminer. Et ça ne veut pas dire que la vision, elle est consensuelle. La vision, c'est être clair sur le point d'arrivée où on veut amener soit la fédération, soit l'entreprise. Et obligatoirement, il va y avoir des accords où il y a un temps important à passer avec les équipes pour les convaincre ou convaincre la majorité de la direction dans laquelle il faut aller. Et je pense que potentiellement, c'est là où on peut apprendre effectivement de l'associatif. On ne peut pas bâtir une vision et faire adhérer l'ensemble de l'entreprise en un temps trop court. Quel est le point d'arrivée, Florian Grill ? Nous, on est lancé pour 10 ans. En fait, on a été élu là. Il y a 2 mandats. On a droit ensuite à 2 mandats. Donc, c'est 2 mandats de 4 ans. Donc, au total, ça fera 10 ans. Et nous, on a un projet qu'on a construit depuis 6 ans, puisqu'il y a eu un travail préalable. On n'a pas arrêté d'aller sillonner le terrain, voir les clubs pour construire un projet. Donc, il est déjà partagé parmi les équipes qui m'entourent. Et maintenant, on a 10 ans pour mettre en place ce projet, qui est un projet sociétal et éducatif et pas seulement sportif. Juste une dernière question. Pour Bain, qui est un des grands cabinets de stratégie, on vous retrouve un peu partout. Est-ce que le business du sport qui prend une importance de plus en plus grande, est-ce que c'est un axe de développement pour Bain, pour un cabinet de stratégie ? On travaille beaucoup pour des grands clubs sportifs. Oui, c'est ça. Dans différentes géographies, parce qu'ils se posent des questions de vision, ils se posent des questions de positionnement, de l'intégralité du portefeuille d'activités qu'ils conduisent, de développement sur le marketing, de finances, parce que les équilibres d'un grand club sont des équilibres précaires. Et donc c'est un axe sur lequel nous travaillons. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, tout de suite, ça à tombe vous. bien. Les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et maintenant, dans l'entretien d'HEC, vient la séquence business. Donc, on va parler argent, on va parler sport professionnel. Et justement, Florian Grill, parce qu'effectivement, la fédération, c'est
tout le sport amateur. Le rugby est devenu un sport professionnel très important. Quel regard que vous portez sur l'évolution donc du sport professionnel façon rugby? Façon rugby, enfin, deux réflexions. La première, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a un sport professionnel qu'il faut perdre la notion du sens. Et donc, c'est pas qu'un business. Je m'attache beaucoup à mettre en avant le rôle éducatif et sociétal du rugby au-delà de sa dimension marketing pure. Et à la fédération, on veut la transformer en fédération à mission, en assumant ça, le rôle éducatif et citoyen, en plus du rôle sportif. Ça me paraît important. Deuxième remarque, le rugby a tendance à vivre, et c'est un peu un mal mondial, un peu au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que toutes les fédérations mondiales ont tendance à être un petit peu dans le rouge. Les clubs n'ont pas toujours une économie réelle. Et je pense qu'il faut un minimum de régulation. C'est l'entrepreneur qui parle, ça peut paraître surprenant, mais il faut un minimum de régulation pour éviter qu'on dérape et qu'on déborde. Mais avec le succès du rugby, enfin, la médiatisation, on voit bien qu'on compare toujours un petit peu avec le foot. Comment comparer le top 14 avec la Ligue 1 de football ? J'ai pas forcément envie de les comparer, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est... Aujourd'hui, il y a 2000 clubs de rugby en France, j'arrondis. Il y a 13 000 clubs de foot. Moi, mon enjeu, avant même de parler du haut, du toit, c'est de parler des fondations. Je pense que pour que les toits soient solides, il faut que les fondations le soient. On n'a pas assez de clubs de rugby en France. On doit avoir plus d'antennes d'écoles de rugby. On doit avoir des collectivités qui investissent dans les installations, dans les terrains. On doit faire revenir le rugby à l'école. C'est un enjeu majeur. On a une pratique qui est le rugby à 5 qu'on peut jouer dans un gymnase, dans une cour d'école, en mixité. On a besoin des valeurs du rugby dans cette société, et je pense que le rugby d'en haut se développera si le rugby d'en bas, si le rugby de la base se développe. En creux, les valeurs du football, ce sont pas tellement vos valeurs. Non, moi, les valeurs du sport sont mes valeurs, mais je pense que le rugby porte en lui des valeurs qui sont vraiment particulières, liées à l'apprentissage. Football, d'accord. Oui, mais non, mais c'est vrai que il est vrai. Enfin, sans méchanceté sur mes amis du football ou sur d'autres sports, au rugby, on peut mélanger les supporters. On n'a pas besoin. Moi, j'ai fait le tour des installations et des forces de l'ordre avant des matchs de l'équipe de France à Saint-Étienne ou ailleurs. Et ils me disent, mais il n'y a pas un problème avec le rugby. Ouais. Donc c'est quand même une force formidable. Le rugby a une capacité d'intégration. On est inclusif par nature, on mélange des grands, des gros, des petits, des moyens, des rapides, des lents. Voilà, le rugby, c'est vraiment fait pour tout le monde, et on a une capacité d'apporter positivement à la société, et il faut que la société nous renvoie un peu la balle en se disant, mais on va investir sur le rugby parce que c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu qui peut nous faire du bien. Mais en même temps, vous dites il faut que la base soit solide pour que la tête soit forte, mais la tête est forte. Le top 14 attire les meilleurs joueurs étrangers. On a vu encore l'avenue du capitaine de l'équipe sud-africaine au Racing. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une élite qui est tout à fait attirante et intéressante. Alors la tête est forte, mais elle vit beaucoup sur la base de mécènes qui financent un petit peu les clubs, et donc on n'est pas forcément dans une économie réelle, et la base n'est pas véritablement solide. Aujourd'hui, on manque de joueurs en cadet, en junior, à l'école de rugby. On a besoin de densifier tout ça, et donc il faut miser sur le local. Je vais donner un exemple. Sur un budget de 130 millions à la Fédération française de rugby, avant qu'on arrive, à peine 5% étaient consacrés aux ligues régionales et aux départements. C'est-à-dire qu'on misait pas assez sur le développement du rugby par la base. Moi, je vais augmenter de 50% les moyens des ligues régionales et des départements pour relancer le rugby par la base. Le rugby a disparu du monde scolaire. C'est un véritable enjeu. C'est les discussions qu'on peut avoir avec Gabriel Attal et le cabinet du ministre de l'Éducation nationale pour rétablir le rugby à l'école en utilisant ce formidable outil qu'est le rugby à 5, mixte, sans choc, sans plaquage, qu'on joue avec de la passe et de l'évitement et qui peut embarquer toute une classe. Il faut remettre le rugby dans le quotidien des gens et pas simplement en faire un sport médiatisé, business, mais un sport de société. Justement, à propos de médiatiser, quelle audience fait le top 14 sur Canal+, et est-ce qu'il y a eu un effet Coupe du Monde ? Alors, les matchs du top 14, c'est forcément des matchs qui sont réservés aux abonnés. Donc, on peut avoir des matchs qui montent à plus d'1 million d'abonnés, ce qui est énorme. C'est-à-dire que Canal+ est très content du top 14. Voilà, mais les matchs de l'équipe de France, quand on est à la télé en clair, on l'a vu sur le match d'ouverture, oui. France All Black, on a atteint des pics à 18 millions. Donc, c'est considérable et c'est la preuve que le pays a envie de rugby. Mais donnons-lui cette possibilité. On a fait une à Challenge justement sur l'esprit rugby et on s'est rendu compte que les entreprises adorent le rugby. À votre sens, pourquoi ?
parce qu'il y a toutes les valeurs, le rugby porte toutes les valeurs qu'on espère dans l'entreprise. Le sens du collectif, le respect, l'engagement, la droiture, et voilà, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles au fonctionnement d'une entreprise, au fonctionnement d'une collectivité. Oui, elle était très belle, cette une de Challenge d'ailleurs. Pourquoi les entreprises en raffolent? Mais elles ont raison d'en raffoler. Et on fait des parallèles très facilement entre le jeu de rugby et le monde de l'entreprise. Moi-même, chez EcoSpirit, on parle de la force du collectif. C'est un peu un de nos slogans. Je pense que le collectif dit quelque chose. Puis au rugby, on sait à quel point on est dépendants les uns des autres. C'est pas un sport de star system. Regardez Antoine Dupont. Il a beau être considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, il fait preuve dans chacune de ses déclarations d'une grande humilité. Et c'est ça le rugby, parce qu'on sait que si les gros devant, si on dit ça de manière affective, font pas le boulot, derrière les gens peuvent pas briller. Donc c'est un sport de dépendance. Mais dans ce lien entre les entreprises, vous avez utilisé le mot mécène. Donc bon, mais il y a beaucoup de présidents de clubs qui sont des présidents d'entreprises. Est-ce que, on voit bien évidemment, il y a la polémique autour de Moed Altrad, Bernard Laporte, on en a dit un mot. Est-ce que c'est sain? Est-ce qu'il ne faut pas clarifier? Comment est-ce que vous voyez cette relation entre les entreprises et le club et un club de rugby? Non, mais ça peut être très sain du moment que c'est régulé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le modèle français à base de clubs professionnels et des équipes de France et de tout le rugby amateur derrière est un modèle gagnant? Ce qui fait, c'est qu'il y a un salary cap qui régule le montant maximum de salaire qu'on peut, de masse salariale pour un club de rugby professionnel. C'est très important parce que de le garder le plus bas possible quand même, parce que sinon on peut étouffer le développement du rugby dans les villes moyennes et étouffer le développement du rugby à l'international. Ça, c'est un premier point. Et ça me paraît essentiel de procéder comme ça. Et puis, c'est sain aussi à condition que le rugby soit développé sur l'ensemble du territoire et qu'on n'oublie pas sa dimension sociétale, sa dimension éducative, et qu'on ne soit pas juste sur sa dimension sportive. Mais s'il y a ça, s'il y a le salary cap, s'il y a les GIF, les joueurs issus de la formation française, et qu'on dit qu'il y a suffisamment de joueurs sélectionnables en équipe de France qui jouent dans les équipes de top 14, c'est un modèle qui est très pertinent. Il faut juste le réguler un peu. Il y a une mini polémique avec Mediapart qui vous concerne, justement à propos des liens du supposé appel d'offres entre la Fédération française de rugby et le groupe de Moed Altrad. Vous habitez pas très loin, vous êtes de la région. Familialement, on y reviendra tout à l'heure, parce que vous êtes, je disais, un vigneron, enfin un sacré vigneron. Ça veut dire quand même que vous êtes toujours extrêmement sous l'œil d'une surveillance très forte des médias. Comment faire pour, justement, vous parlez beaucoup d'éthique, pour que ça se concrétise? Non, mais alors moi je trouve ça très sain. On a une mission, on a une délégation de service public. Donc je considère que le fait qu'on soit sous le feu des projecteurs du point de vue du respect de l'éthique, c'est la moindre des choses. Bon, dans le cas de Mediapart, ça a fait c'était un peu tempête dans un verre d'eau, puisque on m'a reproché d'avoir 390 € d'actions du Montpellier Hérault Rugby Club, que j'avais essayé par ailleurs de vendre en 2015, 2020 et 2022, et que j'avais déclaré au comité éthique de la Fédération française de rugby. Donc, bon, ça s'est éteint tout seul. Ça s'est rapidement éteint tout seul, mais mais pour autant, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que je pense qu'il est très sain, dès lors qu'on a délégation de service public, qu'on soit soumis à une certaine pression. On a un devoir d'exemplarité. Moi, je ne peux pas dire le rugby a un rôle éducatif et citoyen et considérer que tout ça, c'est pas important. On me pose des questions, j'y réponds et j'essaie de bien y répondre. Et pourquoi Jackie Lorenzetti, qui est donc à la fois un homme d'affaires entreprenant et le président du Racing, dit-il que de toutes mes activités, immobilier, tout cela, la plus dure, c'est le rugby? Parce qu'il y a cette dimension médiatique en plus de la dimension business, entre guillemets, parce qu'il y a cette émotion, vous savez, dans la vie associative, les gens sont extrêmement attachés à l'objet social, au club. Le club est une deuxième famille, donc il y a une dimension émotionnelle qui est beaucoup plus forte que celle qui peut exister dans le business, mais c'est pas négatif, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et voilà, qui fait vivre aussi les clubs de rugby. Florian Grill, on arrive au terme de cette première partie de cet entretien HEC. Maintenant, juste après une pause, on ira sur le campus, on vous a posé des questions, et puis après il y aura les questions des alumni. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Retour donc dans l'entretien HEC avec Florian Grill. On est donc ensemble pendant une petite demi-heure ensemble avec donc des questions des alumni HEC, des questions plus personnelles qui viendront à la fin. Et on va commencer par un micro-trottoir sur le campus HEC auprès d'étudiants. Des propos que vous allez entendre, ils sont recueillis par Estelle Plaguet et Lohan Gilbert. Que savez-vous sur Florian Grill, notre invité? Je sais que c'était un ancien d'HEC, qu'il est président de la FFR et qu'il a joué au rugby club de Manhattan aussi. Qu'est-ce que vous savez sur lui? Ah, rien. Alors, ça triche. dirigeant français de rugby à 15. Florian Grill, c'était l'ancien président du B2 de HEC Paris il y a quelques années. Il était copropriétaire d'une propriété viticole près de Montpellier. Vu que je connais très bien le coin via mes grands-parents, je l'encourage à continuer ses investissements dans le domaine viticole. Il est à la tête de son agence de communication, marketing et médias qui s'appelle CoSpirit. Pour vous, est-ce que les valeurs du monde des affaires sont compatibles avec les valeurs du rugby? C'est un objectif de compétition, gagner contre les adversaires, donc tout ce qui est esprit d'équipe, abnégation, solidarité, recherche de la performance. Un bon joueur de rugby sait se dépasser et c'est une valeur qu'on doit retrouver aussi dans le monde des affaires. Le but des affaires, c'est de faire de l'argent et le but du rugby, c'est de marquer des points, donc il faut toujours aller chercher quelque chose en plus. À quoi sert la Fédération française de rugby que préside notre invité depuis juin dernier? À trouver des sponsors. Ça sert à coordonner justement tout le rugby sur le territoire français. Je pense que la FFR fait en ce moment beaucoup de travail pour promouvoir le sport chez les jeunes, dans les collèges, les écoles primaires. Je crois que c'est la Fédération française de rugby qui attribue ou qui gère en tout cas les subventions aux clubs régionaux ou départementaux. La Fédération française de rugby est déficitaire pour la saison en cours. Quelles sont vos idées pour la remettre dans le vert? Alors là, peut-être Florian, faire appel à tes anciens coéquipiers de Manhattan. Moi je pense que c'est en gagnant des Coupes du Monde mais pas chez nous. Puisque il me semble que la FFR a été déficitaire de 20 millions justement à cause de l'organisation de la Coupe du Monde. Je pense que sur le long terme, il faut vraiment continuer à gagner les échéances, comme le prochain tournoi destination, pour qu'à terme, il y ait de plus en plus de recettes, de plus en plus de merch, etc. Pensez-vous qu'on gouverne et qu'on pratique le rugby de la même façon en 2023 qu'il y a 20 ans? C'est peut-être devenu plus professionnel. Il y a 20 ans, c'était des médecins ou des boulangers qui jouent au rugby. Et maintenant des joueurs pros. Pour la FFR, c'est des montants supérieurs et plus importants à gérer. Je pense que tout ce qui tourne autour du rugby, c'est plus simplement Rugby Village. Voilà, c'est toute une organisation au niveau mondial. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, tout ce qui s'y fait maintenant, c'est des enjeux beaucoup plus importants. Je vais vous dire un mot. Il faut que vous me disiez si le jargon appartient à la finance ou au rugby. Cravate. Terme technique du rugby, terme pas technique de la finance. Les deux. En vrai, les deux. Pas de cravate en salle de marché. Ouais, mais en faisant acquisition, si. Maul. Rugby. En rugby. Drop. Rugby. Les deux. Les deux. Et enfin, si vous aviez Florian Grill devant vous, quelle question vous lui poseriez? Bonjour Monsieur Grill. À l'avenir, une fois à la tête de la FFR, souhaitez-vous gommer cette image un peu terroir du rugby français? Bonjour Florian Grill. Moi je voudrais savoir quel a été votre meilleur souvenir au rugby club d'HEC. Intéressant, terroir d'abord. Surtout pas. Moi, je pense que le rugby, c'est l'émanation des terroirs et au contraire, il faut le renforcer. Je pense que toutes les batailles se gagnent localement et qu'il faut renforcer cette dimension locale et surtout pas perdre ce qui fait l'âme et la différence du rugby. Très bien. Tout de suite, les questions d'alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, la question, en fait, il y en a même deux. La première question, elle est posée par Mouftaou Yanou. Vous allez voir, très intéressant. On écoute vos réponses. Salut Florian, Mouftaou Yanou ici, étudiant MBA à HEC, classe de septembre 2022. Je suis ancien joueur de basket professionnel et d'origine béninoise, petit pays en Afrique de l'Ouest. J'ai deux questions pour vous. La première question, c'est aujourd'hui en tant que CEO d'une grosse boîte de communication, quelle est l'importance qu'un joueur professionnel doit donner à la communication dans sa vie sportive, dans sa vie de carrière sportive? Et ma deuxième question, c'est en tant que président
fédération de rugby et avec plein de joueurs qu'on a d'origine africaine dans le top 14, pourquoi on n'a pas cette culture rugby en Afrique et comment est-ce qu'on peut développer la culture sportive qu'il y a en Europe et aux États-Unis, en Afrique. Intéressant, hein. Très intéressant. Déjà, World Rugby met 1,5 million d'euros pour développer le rugby sur 55 pays africains, alors que ça représentera 40% de la population mondiale à horizon 2050. Donc effectivement, c'est inexistant aujourd'hui, c'est une goutte d'eau. Je suis en train de travailler, la Fédération française de rugby est en train de travailler avec l'Agence française de développement pour envisager de mettre 5 millions d'euros, donc un peu plus, pour aller contribuer au développement du rugby à 7, notamment auprès des filles, et faire une stratégie de développement du rugby en Afrique, parce qu'il y a de véritables enjeux. Et puis la première question portait sur oui. la communication, bien sûr que... Comment Antoine Dupont peut devenir Neymar? Vous voyez, c'est ça à peu près, quoi. Je ne lui souhaite pas forcément de devenir Neymar. Je trouve très bien qu'il reste Antoine Dupont et qu'il ait développé ses valeurs d'humilité qui le caractérisent. Mais oui, ça fait partie de l'accompagnement des sportifs de haut niveau et ceux qu'on destine dans les académies Pôle Espoir. On leur apprend à traiter les sujets de communication parce que ça fait partie de leur boulot. Alors la deuxième question vient de quelqu'un que vous connaissiez bien, qui était d'ailleurs là où vous étiez il y a quelques semaines, Hélène Bourboulou. Bonjour, Hélène Bourboulou, HEC 95, administrateur judiciaire et présidente de HEC Wienmen. Cher Florian, c'est avec beaucoup de plaisir, de malice et d'amitié que je viens aujourd'hui te taquiner de quelques questions. Champion HEC auprès de tes camarades, champion dans ta famille et ton foyer, champion dans ton entreprise, champion en Île-de-France pour le rugby. Tu as d'abord pris la porte lors de ta première candidature à la FFR, avant de bien surprendre la porte, Bernard, lors des dernières élections. Qu'as-tu retiré comme enseignement de ce parcours électoral? Et ma deuxième question, quel est le feu qui t'anime? Est-ce que tu es prêt à faire du rugby un esprit modèle, à l'image des rôles modèles qui nous inspirent? L'échec. L'échec, c'est l'apprentissage du rugby, c'est la résilience. Suivi de succès. Mais bien sûr, mais voilà, l'échec fait partie d'un parcours et donc c'est pas un problème en fait. Moi, on est reparti dès le lendemain de l'élection qui s'était joué à rien, un 13 clubs d'écart sur 1950 clubs, mais on avait démarré en étant annoncé à 20%. Bernard Laporte pensait qu'il gagnerait à 80%, ça s'est joué à rien et on l'a emporté la fois d'après. Donc l'échec, c'est pas un problème. Et après le rugby. Non, mais sur la notion d'échec, c'est intéressant aussi. Est-ce que il faut apprendre. Mais bien sûr. C'est pas du tout dans la culture française, c'est dans la culture américaine. Mais moi, j'ai créé ma société Cospirit en 1994 avec un associé. Et en 2000, avec la bulle Internet, on a failli déposer le bilan. Et en fait, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur, d'avoir des hauts et des bas, des moments exceptionnels et des moments difficiles, et pareil pour le rugby. Donc en fait, et c'est là où je pense que le rugby a des choses à apprendre, le sport en général, parce que l'apprentissage de l'échec ou de la victoire et de la manière de le digérer et de se reprojeter immédiatement, ça fait partie des apprentissages intéressants du rugby. Mais le rôle modèle, c'est Florian Grill ou c'est Antoine Dupont? Non, le rôle modèle, le modèle, c'est le rugby. La valeur, c'est le rugby. Nous, on n'est que de passage. Les joueurs, les dirigeants. Le modèle, c'est le club. C'est ce qu'il est capable d'apporter. C'est cette seconde famille. Oui, mais quand vous avez Antoine Dupont, ça porte. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est le modèle à un instant T. Oui. Mais en fait, Antoine Dupont, il contribue à quelque chose qui le dépasse. Qui a un impact sociétal, qui est le rugby. Et cette capacité à transformer les gens. Moi, j'ai ma petite formule. Je dis toujours, au rugby, on ne transforme pas que les essais, on transforme les personnes. Et si on nous entend sur ce sujet-là, la société doit comprendre qu'il faut investir dans le rugby pour ce que le rugby peut lui apporter. Mais ce qui fait parfois trop de communication, ce qui lui a été reproché, ce qui entache un petit peu ce rôle modèle? Non, je crois pas. Alors franchement, s'agissant d'Antoine Dupont, oui. Alors vraiment, je pense pas. Je pense qu'il fait preuve au contraire d'une très grande discrétion. Regardez par exemple... Pas dans les spots télévisés. Oui, dans les spots télévisés, bien sûr. Il fait ce qui lui est demandé par le partenaire en question. Mais regardez l'exemple de son arrivée dans le rugby à 7. Qu'est-ce qu'il a dit, Antoine Dupont? Il a dit, mais moi, je veux gagner ma place. C'est extrêmement rugby. Ouais. C'est-à-dire que tout champion qu'il est, tout joueur exceptionnel qu'il est, il dit, mais moi, je veux pas être parachuté Deus ex machina. On va pas dire, soudainement, Antoine Dupont arrive dans l'équipe de France à 7, je veux gagner ma place. Moi, je dis respect. Voilà. Question maintenant de Loïc Ferry. Salut Florian, c'est Loïc Ferry, donc je suis HEC 97.
Déjà, félicitations pour ton accession à la présidence de la Fédération française de rugby. La persistance paye et tu montres à tout le monde que tout est possible. Ma question est très simple. Avec l'évolution des plateformes numériques notamment et des moyens de diffusion du sport, je voulais savoir quelle était ta vue sur justement l'évolution dans les 10 prochaines années des différents modes et supports de diffusion du sport au grand public. Et voilà, donc c'est ma question. Sacré entrepreneur, et puis pareil, un parcours à la fois sport et business. Il y a des enjeux énormes. Il y a des enjeux énormes, notamment autour de l'intelligence artificielle. Je pense que en la matière, je vais donner un exemple très concret. Nous, on travaille avec 1950 clubs qui ont en permanence plein de questions à poser. On peut, par l'intelligence artificielle, améliorer considérablement la rapidité de réponse. D'un point de vue sportif haut niveau, avec l'intelligence artificielle aussi, il y aura énormément de choses à apprendre. Fabien Galtier a été précurseur sur la gestion des datas, il y a plein de choses à faire. La question, elle portait plus directement aussi sur les plateformes. C'est évident aujourd'hui que la diversification des plateformes possibles en termes de médiatisation des événements sportifs est considérable. On doit beaucoup plus travailler l'inside, l'intérieur, ce qui se raconte l'à côté du sport et pas simplement les grands événements eux-mêmes. Voilà, il y a plein de choses à faire en la matière et donc ça fait partie des chantiers passionnants à la Fédération française de rugby. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est qu'à la fois vous êtes le 2e sport en termes d'audience et le 10e sport en termes de licenciés. Ça veut dire que, alors vous nous disiez qu'il n'y avait pas assez de clubs, l'école, mais il y a un chaînon manquant quand même qui explique cette dichotomie. Le chaînon manquant, c'est il n'y a pas assez d'installations rugby. Il y a besoin d'améliorer les installations existantes. Je vais donner un exemple. Il y a besoin de féminiser les vestiaires. La croissance du rugby féminin est exponentielle. Et aujourd'hui, il y a des clubs de rugby où il n'y a pas de vestiaire féminin. Donc, il y a des filles qui ne peuvent pas faire du rugby, pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais parce qu'elles n'ont pas de solution de proximité. On a besoin de ça. On a besoin de mettre plus de moyens sur le local. On est beaucoup trop jacobin, beaucoup trop centralisé. Il faut plus de moyens sur le local. On les augmente de 50%. Et puis, on a besoin de convaincre l'éducation nationale que le rugby a sa place à l'école parce que c'est là qu'il est né. Et là, on est loin de l'économie de plateforme. Et là, on est loin de l'économie de plateforme. Une question de plus, Vincent ? Mathieu Lacombe. Bonjour, je suis Mathieu Lacombe, diplômé du Master Innovation Entrepreneuriat en 2022 et actuellement directeur de la performance et des analytics au Permaculture. Tout d'abord, je voulais vous remercier et vous féliciter pour la performance récente du 15 de France et de l'ensemble des équipes de France. Cependant, maintenant, après une Coupe du Monde en France, on peut s'attendre à ce que les budgets dédiés au haut niveau vont baisser. Du coup, ma question est la suivante. Quelle va être votre stratégie afin de pérenniser la performance des équipes de France dans les années à venir ? Vous avez 30 secondes pour répondre. Oui, 30 secondes très rapide. Maintenant, mais l'équipe de France génère 80% de nos revenus. Donc, on ne va pas baisser les moyens dédiés à l'équipe de France. On va être plus modéré sur la gestion. On fera des stages à Marcoussis, au Centre national du rugby à Marcoussis, plutôt que de les faire un peu partout ailleurs. On va essayer de modérer un peu la dépense, mais on va continuer à miser très fort sur l'équipe de France parce que c'est notre source de revenus numéro 1. Mais par exemple, juste quelque chose, est-ce qu'effectivement les partenariats qu'il y avait sur l'équipe de France, ils étaient liés à ce qu'étaient les succès de l'équipe de France? Et donc, est-ce que effectivement, là, à l'issue de notre arrêt en quart de finale, il s'est passé quelque chose dans le lien financier entre la fédération et les partenaires? Non, les partenaires de l'équipe de France, ils s'engagent pour des périodes de 4 ans en général, et donc ils étaient engagés avant même le résultat de la Coupe du Monde. Il y avait simplement des compléments de partenariat qui auraient pu être versés si on avait été champion, si on avait été finaliste, mais 100% de ce complément aurait été reversé aux joueurs. Donc en fait, il n'y a pas eu d'impact de ce point de vue-là sur la Fédération française de rugby. Une question de Anne-Fleur Goll. Bonjour Monsieur Grill, Anne-Fleur Goll, HEC 2020, je suis consultante climat et 2e ligne. Le rugby féminin progresse chaque année, à la fois en nombre de licenciés et en niveau de jeu. Et pourtant, aujourd'hui, on a toujours des joueuses d'élite 1 qui s'entraînent 5 fois par semaine et qui sont rémunérées 50 € par match gagné. Les contrats fédéraux permettent la compétitivité des joueuses internationales, mais que comptez-vous faire à la FFR pour passer un vrai cap sur l'attractivité du championnat national et sur la professionnalisation de ces joueuses ? Merci beaucoup.
Alors le championnat d'élite 1, c'est le top 14 du rugby féminin. Aujourd'hui, il n'a pas de lisibilité. Donc nous, on va créer un top 10 ou peut-être on verra si c'est pas un top 12 à terme avec une vraie visibilité et lui permettre de le médiatiser un peu et on travaille à cette médiatisation avec la Ligue nationale de rugby. Après, il y a une économie réelle quand même sur la pratique féminine. Aujourd'hui, le budget d'un club élite 1 féminine, c'est de l'ordre de 300 à 400 000 euros. Donc ne racontons pas d'histoire, on essaye de professionnaliser le rugby féminin, il y a un travail à faire dans ce sens-là, mais il faut que ça suive d'un point de vue économique pour qu'on soit une forme de cohérence et que là aussi, comme pour le rugby masculin d'ailleurs, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Alors justement, j'ai une requête, une demande, un petit coup de pouce de la part des filles d'HEC Rugby. Oui. Elles ont remporté l'édition 2023 de la Coupe des écoles de commerce, donc elles doivent l'organiser à HEC. Oui. Elles ont trouvé quelques partenaires, mais pas du tout suffisamment. Et ce qui fait que si vous ne leur donnez pas un coup de pouce ou si vous ne lancez pas un appel, elles ne pourront pas l'organiser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles ? Lancez l'appel, il est fait grâce à vous. Merci d'avoir tendu la perche. Mais vous, en tant que président de la fédération, vous pouvez faire quelque chose ou pas ? Ou alors ancien HEC ? En tant qu'ancien HEC, plus qu'en tant que président de la fédération, parce que la Fédération française de rugby, là on est dans le domaine de l'universitaire qui ne dépend pas de nous. D'accord. Donc voilà, mais en tant qu'ancien HEC, bien sûr. Et elle rêve effectivement de terminer au stade de Paris La Défense Arena, bien sûr. Une dernière question de Marianne Gérard. Bonjour, je suis Marianne Gérard, promotion 98, journaliste. Florian, j'aimerais savoir quel lien vous faites entre vos activités de chef d'entreprise, d'entrepreneur, puisque vous êtes à la tête de CoSpirit, une agence de conseil média que vous avez confondée et que vous continuez à développer. Donc entre ces activités-là, de dirigeant, entrepreneur, gestionnaire et manager, et votre pratique sportive, du rugby, du sport en équipe, et maintenant à la tête de la Fédération française de rugby. Comment ces deux activités se nourrissent-elles l'une l'autre ? Alors, elles ne se nourrissent surtout pas l'une l'autre, puisque je fais un Chinese Wall complet entre mon activité professionnelle et le rugby. La seule chose qui est cohérente, c'est l'état d'esprit qui anime les deux pratiques. Mais je travaille le lundi et le mardi dans ma société. Le mercredi et le jeudi, je suis au Centre national du rugby à Marcoussis. Et le vendredi, samedi, dimanche, je fais le tour de France des clubs au terrain, sur le terrain. Et ça fait la parfaite transition avec la conclusion où on va parler quand même de CoSpirit, mais on a bien compris qu'on pouvait en parler que maintenant. Et puis on parlera quand même un petit peu de vin, ça nous fera plaisir. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. CoSpirit, votre entreprise, 35 millions, 34 millions, 250 salariés. Vous avez un partenaire avec qui vous avez créé cette entreprise. Est-ce que cette entreprise, même en travaillant lundi et mardi, comment vous la faites vivre et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise de communication ? Mais il y a 150 000 formes de communication. On est bien placé avec Vincent pour le savoir. Oui, alors j'ai créé il y a 29 ans avec Olivier Delavoye, qui est cofondateur. On a Éric Boyer, qui est le directeur général aujourd'hui. On est une agence de conseil média, donc on achète de la radio, de la télé, de la presse, du digital, du programmatique, tous ces supports-là. Et en fait, on a donné une raison d'être à la société qui est d'une part de trouver un meilleur équilibre entre les médias nationaux et les GAMAM, Google, Amazon, Meta. Dans le monde du digital, les GAMAM représentent à peu près 67% des investissements digitaux. Chez CoSpirit, c'est 49%. Donc on essaye et on pense que c'est un enjeu de démocratie. Voilà, ça c'est une des premières raisons d'être. Et la deuxième raison d'être, c'est de trouver un meilleur équilibre avec plus de local, plus de terrain, plus de médias locaux et peut-être un peu moins de médias nationaux. Et on est sur un équilibre, on essaye d'avoir minimum 30% des investissements médias de nos clients fléchés vers le local parce que toutes les batailles se gagnent localement. Alors que ce soit dans vos activités effectivement d'entrepreneur ou à la tête du rugby, et je dirais même quand vous étiez joueur, on a su donc que vous étiez à HEC, au PUC, il me semble aussi que vous avez joué au Stade Français, non ? Non, PUC, au Manhattan Rugby Club, effectivement, un petit passage rapide. Mais il y a dans tout un pilier dans le monde du rugby, c'est le respect des règles, et qui demande effectivement que on accepte l'autorité quoi qu'il se passe. Est-ce qu'il vous est arrivé, que ce soit de votre côté entrepreneur, joueur ou à la tête de la fédération, que parfois vous ayez trouvé que se respecter les règles amenait parfois de l'injustice ? Non.
Non, franchement, je crois pas. Je pense parfait. Non, je suis vraiment pas parfait, mais je pense que c'est une obligation, c'est une ardente obligation, c'est un enjeu du quotidien. Moi, je suis d'une culture protestante aussi, alors je pense que la notion de la règle et de l'éthique est essentielle. Après, c'est un combat au quotidien, parce que ça serait simple si tout était blanc ou noir, mais je pense que c'est un questionnement permanent et ça fait partie des choses qui vous construisent. Donc non. Troisième facette quand même, on va parler de vin, ça va nous faire du bien, à consommer avec modération évidemment. Avec votre famille, vous possédez le château de Langaron. Vous avez vu ce qui se passe, vous êtes obligé maintenant de mettre sur les étiquettes c'est une réglementation européenne, une directive européenne, la composition exacte de votre vin, à savoir il y a combien de sulfites, il y a combien de choses qui sont indicibles. Vous trouvez ça absurde, justement? Est-ce que c'est une règle injuste? Non, mais ça bouleverse complètement le milieu des viticoles. Alors ça bouleverse le milieu viticole, je ne suis pas sûr que ça impacte beaucoup la consommation des gens et que ça soit le véritable critère. Pour parler de Langaron, on a coutume de dire à la famille qu'on connaît bien les grilles, que quand on connaît Langaron, c'est effectivement la famille depuis 6 générations. C'était l'arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère, ma mère, ma sœur qui dirige la propriété. Voilà, et on a la chance d'avoir une propriété qui existe, qu'on fait vivre et qu'on peut garder dans le cadre de la famille grâce à l'activité économique du vin. Et Langaron est une belle propriété du Languedoc. Mais j'ai une toute petite question un peu idiote, excusez-moi. Ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Non, mais pourquoi, puisque vous êtes donc du sud-est de la France, pourquoi le rugby c'est toujours le sud-ouest et le sud-est, et pourquoi on ne joue pas au rugby dans le nord de la France? Enfin, très peu. Mais beaucoup, en fait. Beaucoup. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, la culture, quand même, du rugby, elle vient du sud de la France. Et la culture du football, c'est plutôt au sud de la Loire. Bon, il y a des exceptions. Il y a Marseille et Lyon. Je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez quand même. Par manque d'installation. Par manque de développement du rugby dans le monde scolaire. Oui, c'est historique. Non, mais le premier club de rugby en France, c'est Le Havre. Oui. Donc, mais proche effectivement de la Grande-Bretagne. Oui, mais donc en fait, ensuite, il y a eu le Stade Français, il y a eu le Racing, il y a énormément de clubs en région parisienne. Je sais bien qu'il y a des contre-exemples, mais vous voyez bien que il y a un déficit d'installation, il y a un déficit, j'en parlais, les vestiaires féminins, c'est un drame. Moi, j'appelle les collectivités à investir. C'est pas d'ailleurs, d'un point de vue de l'équité, c'est complètement anormal. Il faut développer le rugby et il faut investir dans les installations rugby. C'est un enjeu, et faire revenir le rugby à l'école, c'est un enjeu majeur aussi. Il faut le faire. On en a besoin. Florian Grill, une question aux vignerons. Donc le rugby, c'est effectivement un sport, bonne bouffe, bon vin. Est-ce que ça doit rester comme cela? Mais oui, mais bien sûr. Mais alors moi, j'assume complètement cet aspect-là des choses. Mais arrêtons. Moi, je pense que et de même que c'est l'apprentissage du temps long. Vous voyez, les gens s'excitent sur le résultat, on a gagné, on a perdu, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les constructions lentes. Et c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. Je gère pas du tout mon entreprise au quarter. On la gère sur de la longue période. C'est la chance d'être indépendant, de pas être coté. Voilà. Et je pense qu'on est plus serein, plus raisonnable, plus rationnel quand on gère le temps long. C'est l'apprentissage de la vigne, c'est l'apprentissage du rugby, c'est l'apprentissage du monde associatif. Et je pense que c'est un bon message pour les entreprises aussi. Merci Florian Grill de vous être prêté à cet entretien HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.